Ceux des profondeurs, par James Wade. Je n'avais jamais rencontré le docteur Frédéric Wilhelm avant d'aller travailler à l'Institut d'études zoologiques qu'il avait établi dans une petite baie isolée de la côte californienne, à quelques miles au nord de San Simeon et de Piedras Blancas, non loin de Big Shore. Mais j'avais entendu parler bien sûr des études qu'il avait entreprises. Il y avait des années que les suppléments des journaux du dimanche avaient découvert Wilhelm, ce qui n'y avait d'ailleurs rien que de très naturel. Quel sujet plus sensationnel un journaliste aurait-il pu espérer découvrir, sinon cette idée que l'homme partageait la Terre avec une espèce plus ancienne et peut-être plus intelligente que lui, une espèce oubliée ou ignorée de la science moderne, mais avec laquelle il serait peut-être possible un jour d'établir une communication. Ce n'était pas là un thème aussi rebattu que celui des martiens ou du spiritualisme, ou des trolls vivant cachés dans les collines, bien entendu. Wilhelm avait choisi d'étudier le dauphin, ce mammifère marin aperçu pour la première fois il y a des siècles par des marins superstitieux et métamorphosé à travers les mythes en ondine, en sirène, en toutes ces races fabuleuses et secrètes que les légendes faisaient vivre au fond des mers. Or il semblait à présent que les superstitions n'étaient pas aussi fausses qu'on avait pu le croire. Les essais préliminaires avaient montré depuis longtemps que nos lointains cousins de la haute mer disposaient d'un degré élevé d'intelligence pure, insoupçonnés par suite de leur habitat aqueux, de leur absence de mains ou de tout appendice préhensible qui leur aurait permis de produire des objets. Les recherches de Wilhelm n'avaient pas été les premières dans ce domaine, mais ses spéculations étaient assurément les plus audacieuses, et il avait réussi à convaincre assez de gens pour que ses préoccupations aient pu devenir l'objet de toute une carrière, et pour obtenir les fonds gouvernementaux et ceux des fondations privées nécessaires à l'installation de l'institut vers lequel je me dirigeais tant bien que mal dans une Jeep louée, sur les pistes sableuses et défoncées qui longeaient le vert et sinueux Pacifique par un après-midi d'avril, sous un soleil pâle, il y a 1 an de cela. Si je connaissais l'existence de Frédéric Wilhelm et de son institut, j'ignorais la manière dont il avait pu entendre parler de moi et de ce qu'il savait à mon sujet. En un sens, je pouvais assez bien comprendre pourquoi ma spécialité, la perception extrasensorielle et la télépathie, était susceptible d'avoir un rapport avec ses travaux. Mais les premières lettres et les télégrammes qu'il m'avait adressés ne m'avaient jamais fourni le moindre détail sur ce qu'il attendait de notre collaboration. Je reconnais que le salaire que le docteur Wilhelm m'avait proposé avait été un facteur déterminant dans ma décision d'accepter un travail dont la nature exacte demeurait obscure. Coordinateur de recherche jusqu'alors dans une petite fondation de l'Est vouée aux études parapsychologiques qu'avait négligé le groupe RIN de Duke, j'avais eu mon comptant de maigre budget et de salaire de famine. Il faut reconnaître cependant que le lieu où Wilhelm poursuivait ses expériences m'avait fait hésiter plus longtemps qu'aucun autre des aspects curieux de son offre. J'avoue que j'ai toujours éprouvé de l'antipathie pour la Californie, en dépit du peu de temps que je me souvienne y avoir jamais passé. Pour certains, les créneaux gothiques et les eaux stagnantes de la Nouvelle-Angleterre représentent le sommet de l'horreur et de la décadence spirituelle. Pour moi, c'est la corruption criante, étalée aux lumières des néons de Los Angeles, qui déclenche cette réaction. Ces pensées, et d'autres, s'enchevêtraient dans mon esprit tandis que je conduisais ma Jeep sur le difficile chemin qui longeait la plage et qui, j'en avais reçu l'assurance de la part du jovial employé d'une agence de location de voitures à San Simeon, allait infailliblement me mener jusqu'à l'Institut d'études zoologiques. Cette route ne peut pas vous mener ailleurs, une fois que vous aurez pris à gauche à la première buvette en plein air où ils vendent le jus d'orange. Vous savez, le genre de cabane qui veut ressembler à une très grosse orange. Vous continuez tout simplement et vous ne vous laissez arrêter ni par les hippies ni par la mer haute jusqu'à ce que la route s'arrête. Comme je jetais des coups d'œil assez nerveux sur le paysage, j'aperçus à ma gauche une sorte de campement de tentes blanches décolorées par le soleil et des silhouettes sombres qui s'élançaient vers la dentelle mouvante de la barre qui ourlait le bord de l'eau. Étaient-ce là les hippies auxquels mon guide avait fait allusion, ces railleurs sardoniques qui se tiennent à la périphérie de notre société, attaquant et détruisant les principes et les valeurs légués par 3000 ans de civilisation? Ou s'était-il moqué de moi? Ne s'agissait-il pas simplement d'une bande de jeunes bourgeois venus passer sur la plage un après-midi de soleil, de sable et de liberté sexuelle, comme pour chercher un répit à l'existence ingrate et abrasive que leur réservait notre société à la précaire abondance? Soudain, la soi-disant route vira brusquement, en haut d'une montée, et je me retrouvai surpris, tout près, de ce qui ne pouvait être que le célèbre Institut d'études zoologiques. « Que savez-vous en fait des dauphins, ou des marsouins, comme on les appelle quelquefois ?» me demanda le docteur Frédéric Wilhelm, les yeux cachés par d'épais verres qui renvoyaient la lumière tamisée par les abat-jours dorés des lampes de son luxueux bureau.
Nous venions tout juste de nous installer devant un cocktail après le rapide tour de l'institut que j'avais fait pour la première fois sous la conduite de son directeur, immédiatement après que celui-ci soit venu me saluer quand j'avais arrêté ma Jeep. Wilhelm s'était montré cordial et d'une politesse presque trop raffinée, bien qu'il m'ait semblé curieux de le voir m'entraîner comme pour une partie de plaisir d'un bout à l'autre de son établissement, sans même me laisser le temps de porter mes bagages dans l'appartement qui m'était réservé et d'y faire un peu de toilette après cette longue route. Je mis cela au compte de la vanité d'un pionnier de la science qui s'était frayé une voie tout seul et qui, ayant enfourché son dada favori, s'est lancé dans la dernière ligne droite où allait se jouer la grande course. Pourtant, Wilhelm n'avait rien de bien curieux. C'était un homme de haute taille, grisonnant, aux vêtements froissés, qui faisait songer à un pingouin. Il se déplaçait et s'exprimait avec l'enthousiasme désarmant de l'écolier qui vient de découvrir l'existence d'une connaissance que l'on appelle la science. Comme il me pressait de labo en labo sur un rythme échevelé, il m'expliqua. « Nous verrons les bassins des dauphins demain matin. Joséphine, mon assistante, Joséphine Oilman, y travaille en ce moment. Elle nous rejoindra plus tard pour prendre un verre et dîner avec nous. » Comme ma correspondance avec le docteur Wilhelm me l'avait déjà appris, ses collaborateurs les plus importants, au nombre de 3 à présent, moi compris, résidaient à l'Institut tandis que les techniciens et les aides, une douzaine de personnes environ, faisaient la navette chaque jour entre San Simeon, où ils s'étaient logés chez l'habitant, et le laboratoire dans un minibus Volkswagen. « Que savez-vous, en fait, des dauphins ?»« À peu près ce qu'en sait tout profane. Je sais que des recherches qui ont débuté en 1950 ont indiqué qu'étant donné la taille du cerveau du dauphin et ses adaptations spécialisées, il est probable qu'il a un degré d'intelligence élevé et que celle-ci, accompagnée de l'équipement sensoriel, offre une possibilité de communication avec l'homme. Si mon souvenir est exact, il n'en est rien sorti de concluant jusqu'à présent, en dépit de tous les efforts déployés. Mais ce qui est le grand mystère pour moi, c'est la raison pour laquelle je me trouve ici. Voulez-vous que je tente d'hypnotiser vos dauphins ou d'interpréter ce qu'ils ont dans la tête ? Pas exactement. Pas à ce stade, tout du moins. La façon dont j'ai prévu en fait que vous débuteriez sera de vous faire hypnotiser un sujet humain afin de voir si une telle personne pourrait devenir plus sensible au déroulement de la pensée de l'animal. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons enregistré et analysé les bruits que font ces animaux, à la fois sous l'eau et dans l'air. Les claquements de langue, les chevrottements, les sifflements, une large gamme de sons, dont certains dépassent dans l'aigu le spectre acoustique perceptible par l'homme. Nous avons enregistré ces sons, nous les avons codés et les avons donnés à un ordinateur. Mais il n'en est pas sorti le moindre embryon de langage, en dehors de certains signes extrêmement reconnaissables qui accompagnent la souffrance, la détresse, l'accouplement. Signes que bien des espèces animales sont capables de produire et auxquels on ne peut vraiment donner le nom de langage. Et bien que les dauphins reproduisent parfois la voix humaine avec une clarté surprenante, cela ne semble relever que de l'imitation du perroquet, sans qu'il y ait une réelle compréhension. Cependant, en même temps, nos encéphalographes révèlent qu'il y a dans le cerveau des dauphins une production d'émissions électriques semblable à celle que l'on révèle chez l'homme quand il parle, et qu'elle s'effectue dans les régions qui correspondent à nos centres de parole. Tout cela sans la moindre vocalisation. Cela m'a amené à adopter une théorie selon laquelle les moyens fondamentaux de communication chez les dauphins pourraient bien être d'ordre télépathique, et à me convaincre que nous n'entrerions jamais en relation avec eux par un autre moyen. Je ne manquais pas d'être surpris. Avez-vous un sujet expérimenté et sensible du point de vue télépathique dans votre équipe ? Ou vous proposez, vous, d'engager une telle personne ? Mieux que cela. Nous avons ici une personne sensible qui a l'expérience de ces animaux depuis plusieurs mois, qui sait comment les dauphins pensent, sentent et réagissent. Une personne qui a vécu si près des dauphins qu'elle pourrait presque être acceptée par eux comme un autre dauphin. Il veut parler de moi, Monsieur Dorn. Dans l'encadrement de la porte qui menait à une entrée plongée dans l'ombre, venait de s'avancer, légère, la silhouette souple d'une femme. En l'observant brièvement à la table du dîner éclairée par des bougies, 1 heure plus tard, je me dis que si Joséphine Gilman avait quelque chose de frappant, elle n'était pas belle. Elle était assez jeune, avec un corps svelte, mais la couleur terreuse, la texture un peu desséchée de sa peau et surtout la protubérance de ses yeux, qui lui donnaient un regard fixe, faisait qu'elle manquait de véritable distinction. Mais bien entendu, vous connaissez toutes les histoires des Grecs et des Romains de l'Antiquité au sujet des dauphins, Monsieur Dorn.
La manière dont il rassemblait les poissons pour venir en aide aux pêcheurs, dont il sauvait les personnes qui se noyaient, et comme il tombait quelquefois amoureux de jolis petits garçons qu'ils emportaient vers le large sur leur dos. Il y a une longue tradition de relations amicales entre nos deux espèces. Je ne suis pas entièrement persuadé que leur bonne relation publique, pour ainsi dire, à travers les âges, soit vraiment convaincante. Il m'arrive parfois de songer que cela ressemble à la façon dont les gens superstitieux se référaient aux fées et aux trolls qu'ils qualifiaient pour les flatter de petits peuples, étant donné qu'ils redoutaient ce que ces derniers auraient pu leur faire. Ainsi héritons-nous de comptines modernes et de féeries de Walt Disney au lieu d'histoires des races cachées de trolls, ces êtres menaçants, malvenus et évincés des collines, dont ils étaient à l'origine les hôtes. Joséphine Gilman prit sa tasse de café et frissonna délicatement comme pour exprimer son désaccord. « Mais si, Joe, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Laissez-moi vous citer un exemple tiré d'une tradition non occidentale. » Il se mit à chercher un livre sur l'un des rayons les plus élevés. Sir Arthur Grimble était gouverneur colonial dans les îles Gilbert, il n'y a pas très longtemps. Il visitait un atoll du nom de... comment était-ce déjà? Boutaritari, où l'on disait que vivait un homme qui savait appeler les dauphins. Grimble écrit que cet individu prétendait être capable de faire sortir son âme de son enveloppe corporelle au cours d'un rêve, et de l'envoyer chercher les dauphins dans leur demeure, sous l'horizon de l'ouest, pour les inviter à venir prendre part au village de Courna à un festin accompagné de danses. Grimble le pria d'essayer et le rêveur s'en alla dans sa hutte, tandis que les villageois se préparaient pour les réjouissances. Soudain, le rêveur encore en transe sortit en courant de sa hutte en gémissant sur une note étrangement aiguë, comme l'aurait fait un jeune chien. Il courut jusqu'au bord de la mer et tous les indigènes le suivirent dans un état d'excitation proche de l'hystérie. Eh bien, les dauphins étaient là, si l'on en croit Grimble, et ils nageaient dans les hauts fonds. Tous les indigènes entrèrent dans la barre pour se porter à leur rencontre. Le chef de la troupe des dauphins vint en nageant jusqu'au rêveur qui cria que le roi venu de l'ouest s'était déplacé pour le saluer. Le docteur Wilhelm apporta le livre jusqu'à la table, s'assit et termina son café. Mais la chose la plus étrange, c'est que ces animaux nageaient parmi les indigènes qui se mirent à plusieurs pour les porter jusqu'au bord, et les dauphins s'installèrent avec la plus grande complaisance dans la première frange d'écume pour assister à la danse et au vacarme hystérique qui suivirent, comme s'ils avaient eu une longue habitude de ces spectacles. Les lunettes de Wilhelm réfléchirent la flamme jumelle des bougies de la table. Impossible de trouver ses yeux. Cet incident curieux, me demandai-je, était-il à l'origine de sa croyance en la possibilité d'une communication télépathique de l'homme avec les dauphins? Alors, qu'en pensez-vous? Il me semble que ces indigènes avaient fait des dauphins l'objet de quelques rituels religieux et que ces animaux avaient appris à aimer cette idolâtrie. Vos voisins les hippies seraient peut-être capables de se lancer dans une chose comme celle-là. Vous faites erreur sur ce point, intervint Joséphine Gilman. Les gens qui vivent là-bas sur la plage détestent les dauphins. Enfin, ou ils les détestent, ou ils en ont peur. Le jour suivant se leva, chargé d'humidité et de nuages. Pendant que je prenais mon petit déjeuner devant mon appartement dans le patio vitré qui donnait sur la houle gris-vert du Pacifique, après une étroite bande de sable, je vis le docteur Wilhelm arriver lentement sur la plage, comme s'il faisait une promenade matinale ordinaire. Soudain, je me rendis compte qu'il n'était pas seul. Progressant avec peine dans le sable, un personnage surprenant venait à sa rencontre. C'était un homme botté, barbu, vêtu de fourrure, aux traits bulbeux et à la chevelure hirsute, surmonté d'un large béret rouge vif. Une caricature grossière, me sembla-t-il, du célèbre buste de Wagner, l'un des hippies. Une impulsion, une simple curiosité peut-être, me poussa à avaler les œufs et les toasts qu'une employée trimatinale m'avait apportés sur un plateau et à me précipiter sur la plage afin d'aller me joindre à l'étrange colloque qui était en train de se tenir sous les nuées striées d'argent et de gris. L'attitude de mon employeur semblait vouloir exprimer la brusquerie et toute l'absence de sympathie tandis qu'il écoutait ce que le barbu avait à lui dire. Je ralentis et m'approchai des deux hommes comme si j'étais sorti pour flâner un peu. Avant de parvenir à leur hauteur, la seule chose que je réussis à entendre fut le sifflement de la barre qui déferlait en chuintant sur le sable presque à nos pieds. « Bonjour, monsieur Dorn », jeta Wilhelm d'un ton sec, manifestement peu satisfait de me voir. « Je devrais peut-être vous présenter monsieur Alonzo Waite, puisqu'il est notre voisin.
Monsieur White est le grand prêtre, ou Dieu sait comment il s'intitule lui-même, de cette bande de hippies qui vit là un peu plus bas. Je ne m'intitule rien du tout. Mes disciples m'ont donné le titre de gourou, de chef spirituel, car j'accorde plus de temps qu'eux aux exercices mystiques. Je ne cherche ni n'accepte une quelconque prééminence par rapport à eux. Nous sommes tous des pèlerins engagés dans la quête sacrée de la vérité. Il avait une voix profonde, grave, étrangement impressionnante. Et la manière dont il choisissait ses mots, bien qu'excentriques, révélait plus de culture et de courtoisie que je m'y serais attendu. C'est peut-être très bien, mais votre quête de la vérité me paraît vouloir contrarier la mienne. Je vous avertis simplement, et ce n'est pas la première fois, que le travail que vous avez entrepris avec les dauphins est un travail potentiellement très dangereux pour vous tous et pour d'autres aussi. Vous devriez renoncer à ces études et relâcher ces bêtes avant qu'il n'arrive quelque chose de très grave. Et sur quoi fondez-vous cette remarquable prophétie? Dites-le à Monsieur Dorn, j'ai déjà entendu tout cela. Nos rêves et nos visions étaient troublés depuis peu par la présence de grandes formes blanches menaçantes qui venaient couper et bloquer les motifs sacrés en couleur et les mandalas animés qui nous mènent à une plus grande compréhension spirituelle. Ce sont des vibrations qui émanent des créatures que vous avez emprisonnées ici, que vous nommez dauphins, mais que nous connaissons sous un nom bien plus ancien. Ces créatures sont mauvaises, puissantes et mauvaises. Au fur et à mesure que progressent vos expériences, les manifestations troublantes s'intensifient. Ces vibrations sont terriblement destructrices tant sur le plan mental que sur le plan physique. Pour votre plus grand bien, je vous adjure de renoncer avant qu'il ne soit trop tard. Si ce que nous faisons trouble vos rêveries de fumeurs, pourquoi ne déménagez-vous pas et n'allez-vous pas vous installer hors de portée? Le grand barbu cligna des yeux et fixa le lointain. Il nous faut demeurer et concentrer nos pouvoirs psychiques afin de combattre ces vibrations mauvaises. Il y a certains exercices spirituels et certaines cérémonies que nous pouvons entreprendre qui réussiront peut-être à contenir ou à faire dévier le danger pendant quelque temps. Nous avons d'ailleurs prévu une cérémonie de ce genre pour ce soir, mais la seule manière dont vous puissiez être en sécurité consiste à relâcher ces créatures anciennes, à la sagacité perverse, et à abandonner vos expériences. Wade restait là, grave, fixant le large, silhouette grotesque et de mauvais présage, mais non sans dignité pourtant, sous ce béret trop grand pour lui et cette robe de fourrure qui flottait au vent. On jurait une scène tirée d'un film de science-fiction tourné par Hollywood, murmura Wilhelm avec colère, tandis qu'il me faisait traverser le laboratoire principal haut de plafond et vaste comme une grange, avant de sortir par derrière. On aurait dit qu'il n'arrivait pas à se débarrasser l'esprit de la rencontre qu'il avait faite sur la plage et que cela le tourmentait à un point incompréhensible pour moi. Vous avez vu notre équipement d'enregistrement du son atmosphérique et sous-marin. À présent, il faut que vous voyiez où nous en utilisons la plus grande partie et où vous aurez surtout à travailler vous-même. L'arrière du laboratoire donnait sur la plage. Près de l'eau se dressait une construction sans fenêtre de proportions plus modestes, longue, basse et enduite comme les autres de ciment blanc. Wilhelm, qui me précédait, en ouvrit l'unique et lourde porte métallique à l'aide d'une clé qu'il prit dans sa poche. L'intérieur était avant tout occupé par un réservoir profond qui ressemblait à une petite piscine intérieure. Sur 3 côtés, le bord étroit de ce bassin était tout encombré de tableaux électriques de contrôle, d'écouteurs et d'autres accessoires reliés aux principaux claviers des appareils d'enregistrement ou des ordinateurs du grand laboratoire. Le côté du bâtiment le plus proche de la mer comprenait surtout une sorte d'ouverture pouvant donner accès, je l'appris plus tard, à une petite anse qui communiquait avec l'océan, afin de permettre le nettoyage du bassin et le renouvellement de l'eau quand il en était besoin. De dures lampes fluorescentes se jouaient sur la surface du bassin et envoyaient des spirales ondoyantes de lumière réfléchie dans tous les angles de la pièce. On percevait le sifflement léger des radiateurs à vapeur équipés de thermostats qui maintenaient constante la température de l'air et celle de l'eau. Pourtant, rien de tout cela n'attira immédiatement mon attention, car voilà que j'étais enfin mis en présence du sujet de l'expérience lui-même. Une silhouette souple, massive et pourtant non dénuée de grâce, d'un gris pommelé sur le dos, d'un blanc sale sur le ventre, avec un long nez en bouteille et des yeux intelligents, profondément enfoncés. Il flottait sans bouger dans une eau peu profonde, grâce aux nageoires qu'elle agitait lentement. Le dauphin n'était d'ailleurs pas seul, car il partageait son bassin avec Joséphine Gilman, vêtue d'un maillot de bain rouge vif qui mettait en valeur sa remarquable silhouette de façon saisissante.
À dire vrai, je me rendis compte que je fixais Joséphine avec plus d'intensité que son compagnon aquatique. L'accueil de Joséphine était aimable, quoique légèrement ironique, comme si elle s'était aperçue du regard que je lui avais jeté. Joe a passé la plus grande partie des 2 derniers mois et demi dans ce bassin. Son but était d'entrer complètement en relation avec Flip, le dauphin, et d'encourager la moindre tentative de communication de sa part. Flip, c'est bien sûr le diminutif de Flipper, le héros du film classique, et des séries de télévision qui ont été les premiers indices de la prise de conscience populaire de l'intelligence de cet animal. Joséphine se mit à rire et se hissa adroitement sur le bord carrelé de la piscine. Elle tendit le bras pour attraper une lourde serviette éponge dans laquelle elle s'enveloppa frileusement. « Quelqu'un veut du café ? Il fait un peu frais aujourd'hui, pour se lancer dans des jeux aquatiques aussitôt le matin. » Tandis que Joe servait le café qu'elle avait pris sur une table de silex, Wilhelm me faisait un portrait complet de Flip. C'est un beau spécimen de Tursiops truncatus, bien qu'il soit un peu plus petit que la moyenne, environ 5 pieds en réalité. Son cerveau pèse environ 3 livres, soit 12 onces de plus que le cerveau humain, avec une densité cellulaire comparable. Nous avons celui-ci depuis plus d'1 an maintenant, et bien qu'il sache émettre tous les divers sons dont on laissait capable, aboiements, grognements, claquements, grincements et sifflements, et même imiter la parole humaine, nous ne pouvons en tirer un type de langage. Et pourtant, ils doivent bien se parler entre eux. Mon intérêt pour la delphinologie a été éveillé pour la première fois par un rapport sur des repérages au sonar que les unités de la marine avaient fait près de Ponap, dans le Pacifique Sud. Ces repérages révélaient que leurs déplacements sous-marins s'effectuaient dans l'ordre et la discipline sur une distance de plusieurs miles. Autre chose encore, ils adoptaient un type de mouvement, une formation mathématiquement précis, ce qui suggérait l'existence soit d'un jeu complexe, soit d'une sorte de rituel. Peut-être s'entraînait-il pour la cérémonie qui a tant impressionné le gouverneur Grimble. De toute manière, comme en 10 semaines je ne suis arrivé à rien avec Flip, c'est vous maintenant qui allez être chargé de nous placer sur la bonne longueur d'onde. À dire vrai, je n'y crois guère, mais Fred tient à essayer et je coopérerai avec le moins possible de réserve mentale. Me souvenant d'un passage de l'un des tout derniers livres consacrés aux dauphins et dont l'auteur était le docteur Lilly, je demandai à Wilhelm. Avez-vous implanté des électrodes dans le cerveau de cette bête pour tenter des expériences sur les stimuli excitateurs de plaisir? Nous avons dépassé tout cela. On sait depuis des années qu'ils sont capables d'apprendre presque aussitôt les réactions structurées les plus complexes quand on leur présente le stimulus et que leurs réponses vont bien au-delà de ce à quoi n'importe quel animal inférieur peut prétendre parvenir. De plus, c'est là quelque chose de grossier, une sorte de masturbation électrique ou d'absorption de LSD dont nos amis de la plage là-bas sont partisans. Cela ne témoigne ni d'un respect suffisant pour l'égalité essentielle dans laquelle nous nous trouvons avec le dauphin, ni, si c'est le cas, pour sa supériorité. Tandis que nous nous étions engagés dans cette conversation, mon attention avait été lentement attirée par l'animal lui-même qui se laissait flotter dans la piscine près de nous. Il était visible qu'il suivait notre conversation, bien qu'il n'ait pas eu, je suppose, la moindre compréhension verbale. Son unique œil visible, enfoncé dans une orbite circonvolutionnaire, derrière le bec assez menaçant, allait de l'un à l'autre d'entre nous avec l'intérêt le plus vif. Je me pris même à lire des expressions humaines. Sollicitude de propriétaire quand il se posait sur Joséphine Gilman, tolérance amusée à l'égard du docteur Wilhelm. Mais envers moi, quoi? Du ressentiment? De l'animosité? De la jalousie? Que n'allais-je pas imaginer là, dans la clarté crue des lumières d'un laboratoire scientifique? Il vous faudra apprendre à mieux connaître Flip. Si vous voulez nous aider à comprendre le delphinois, vous et lui devez devenir bons amis. Il y eut une vive agitation dans l'eau. Flip se tourna brusquement sur le côté gauche et partit en nageant à demi submergé, tout en émettant le premier son dauphin que j'eusse jamais entendu. Un sifflement aigu de dérision. Ce soir-là, après le dîner, Joséphine Gilman et moi allâmes nous promener sur la plage sous une lune qui brillait par intermittence entre les tourbillons de nuages. Le docteur Wilhelm était dans son bureau en train de mettre à jour des notes et la cuisinière femme de chambre, dernier membre du personnel à nous quitter le soir, venait juste de s'ébranler dans un bruit de ferraille vers San Simeon avec la Land Rover de l'Institut. Je découvris que je ne savais comment démêler mes sentiments à l'égard de Joe. Quand je l'avais vue dans la piscine avec le dauphin ce matin-là, elle m'avait profondément attiré, car elle paraissait être, pour ainsi dire, dans son élément. Et au dîner, avec une robe de cocktail à fanfreluche qui n'était pas vraiment faite pour elle, elle m'avait une fois de plus paru peu sympathique, avec son teint terreux et ses yeux saillants, dénués d'humour.
C'est demain que commencent les séances d'hypnose. Êtes-vous certaine de vouloir sincèrement supporter tout cela? Après tout, vous dites que vous n'avez pas confiance dans cette manière d'aborder la question et cela peut inhiber la réponse que vous y ferez. Je ferai ce que Fred croit être le mieux. Et j'assumerai ce qu'il assume, temporairement tout au moins. Je suis devenue très forte pour ça jusqu'à un certain point. Saviez-vous qu'un jour, il m'a demandé de l'épouser? Mais je n'ai pas voulu aller jusque-là. Non? J'étais embarrassé par la façon brutale dont elle avait fait intervenir ses problèmes personnels. Je crois que c'était surtout pour une question de commodité. Sa première femme était morte, nous travaillions ensemble, nous nous intéressions aux mêmes choses. Le fait aussi qu'il nous fallait parfois passer ici la nuit ensemble pour surveiller le travail, 24 heures d'affilée si cela était nécessaire. Enfin, cela nous aurait simplifié la vie, mais je lui ai répondu non. Comment avez-vous commencé à vous intéresser à la delphinologie? C'est bien le mot? Je voulais changer de sujet. Nous étions parvenus au point au-delà duquel les vagues se retiraient, laissant les franges d'écume sifflantes, iridescentes, que l'on devinait à demi dans cette pénombre. En vérité, j'ai toujours été fasciné par la mer et par la vie sous-marine. Je passais la moitié de mon temps à l'aquarium chez moi, à Boston, soit là, soit au port. Votre famille est de Boston? Pas à l'origine. Mon père était dans la marine et nous y avions longtemps vécu après la mort de ma mère. La famille de mon père venait d'un port ruiné de l'Atlantique, Innsmouth, qui se trouvait un peu au nord de Marblehead. Les Gilman appartenaient à une vieille famille de l'endroit. Ils pratiquaient déjà la pêche à la baleine et le commerce des Indes il y a 200 ans. Je suppose que c'est de là que m'est venu l'intérêt que je porte à l'océanographie. Vous y retournez souvent? Je n'y suis jamais allé, aussi étrange que cela puisse paraître. Tout le village a failli complètement brûler vers 1920, avant ma naissance. Mon père m'a dit que c'est un pays mort, déprimant. Il m'a fait promettre il y a bien des années de ne pas en approcher. Je ne sais pas exactement pour quelle raison. C'était juste après la dernière visite qu'il y avait faite, car au cours de la traversée suivante, il devait tomber du contre-torpilleur qu'il commandait. Personne n'a su comment. Le temps était calme. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi il vous avait conseillé de ne pas approcher de... Comment était-ce déjà? Innsville? Si. Surtout après sa mort. J'ai cherché dans les journaux de l'époque du grand incendie. Les bibliothèques de Boston n'avaient pratiquement rien d'autre sur Innsmouth. Et j'ai découvert un article qui pouvait avoir quelque rapport avec tout cela. On y relevait toute une sorte d'allusion saugrenue à la manière dont les habitants d'Innsmouth avaient amené des espèces de métis, de sauvages païens, de leur voyage dans les mers du Sud, bien des années auparavant, à la façon dont ils avaient instauré un culte diabolique, ce qui leur avait permis de découvrir les trésors engloutis et d'obtenir un pouvoir surnaturel sur la pluie et le beau temps. L'article suggérait que les hommes du village s'étaient mariés avec leur prêtresse polynésienne, Dieu sait quoi, et que c'était là une des raisons pour lesquelles les gens de la région les fuyaient et les détestaient. Je songeais à la peau rêche de Joséphine, à ses yeux étranges, et je m'interrogeais. Nous avions couvert près de 2 miles depuis l'Institut, quand nous nous rendîmes compte soudain que l'ombre au sud devant nous était déchirée par le léger brasillement d'un feu sur la plage. Au même moment, une sorte de mélopée ou de chant sirupeux s'éleva de la même direction. D'un seul coup, un gémissement suraigu et hystérique, que l'écho transforma en un cri d'extase blessant, fendit l'air de la nuit et se prolongea à un ton incroyable. Chargé de terreur un instant, puis ironique et moqueur, animal et insouciant, enfin, montant et descendant avec une frénésie qui ne pouvait suggérer que le délire ou la folie, poussé humainement ou inhumainement à l'extrême. Sans réfléchir et sans l'avoir voulu, Joséphine et moi nous nous retrouvâmes en train de nous étreindre et de nous embrasser, avec un abandon qui répondait au vacarme sauvage de la plage là-bas. Il sera plus commode de résumer les quelques jours qui suivirent en citant des extraits du journal que je me suis mis à tenir dès le début de notre tentative d'entrer en rapport télépathique avec le dauphin Flip par hypnose d'un sujet humain. 20 avril. Ce matin, j'ai placé Joséphine sous hypnose légère et j'ai trouvé en elle un sujet presque idéalement suggestible. J'ai implanté des ordres post-hypnotiques destinés à la maintenir en éveil et à la pousser à se concentrer sur la pensée du dauphin, afin qu'elle capte tout message qui émanerait de ce dernier. Quand je l'ai réveillée, elle est retournée dans le bassin avec Flip, elle y a passé le reste de la journée, s'y livrant à toute une série de jeux qu'ils ont imaginés ensemble. Il est frappant d'observer à quel point l'animal lui est dévoué et la suit dans la piscine, puis avec quelle violence il aboie et chevrotte pour protester chaque fois qu'elle le quitte. Flip n'accède sa nourriture, le poisson cru entier, que de sa main.
J'ai demandé au docteur Wilhelm s'il n'y avait rien à craindre de ces mâchoires à l'aspect redoutable qui sont équipées de centaines de dents et peuvent sectionner un poisson comme une immense et létifère paire de ciseaux. Il m'a répondu que non. Ni dans l'histoire ni dans la légende, il n'avait jamais été rapporté qu'un dauphin ait attaqué ou même blessé de manière accidentelle un être humain. 22 avril. Toujours aucun résultat. Wilhelm veut que je tente une hypnose plus profonde et une suggestion plus poussée. En fait, il m'a proposé de laisser Joséphine en transe pour une journée ou davantage, avec juste assez de volition pour conserver, une fois dans le bassin, la tête hors de l'eau. Quand j'ai protesté en disant que c'était dangereux, étant donné que dans cet état, elle pouvait très bien se noyer par inadvertance, Wilhelm m'a jeté un curieux regard et m'a dit « Flip ne la laisserait pas se noyer ». 25 avril. Aujourd'hui, en absence de tout progrès, j'ai accepté d'essayer le programme prévu par Wilhelm pour une seconde étape, puisque Joe a accepté de le suivre. Je l'ai endormi au bord de la piscine tandis que Flip nous observait avec curiosité. Je n'ai pas l'impression que ce dauphin ait de la sympathie pour moi, alors que je n'ai eu aucun mal à me faire des amis et des autres dauphins qui sont installés dans un bassin plus important sur la plage nord. Après avoir implanté dans son subconscient le plus sérieux avertissement d'avoir à conserver toute sa prudence dans l'eau, je l'ai laissé retourner dans la piscine pour quelques heures. Son comportement, bien entendu, est celui d'une somnambule ou d'une personne en état comateux. Elle s'assied sur le rebord de la piscine, où il patauge un air absent. Flip semble surpris et irrité de ce qu'elle ne veuille pas jouer avec lui à leur jeu habituel. Comme j'étais Joe à sortir de l'eau au bout d'une heure environ de ce régime, le dauphin est passé en trombe devant nous à une vitesse terrifiante, et je suis persuadé qu'il avait l'intention de me happer le bras, ce qui aurait fait de moi la première personne à avoir été mordue par un dauphin dans l'histoire de l'humanité. Pourtant, il a sans doute renoncé à cette idée au tout dernier moment et a viré de bord pour s'éloigner en frémissant et grinçant de colère. Son unique œil visible me lançait des regards funestes. 27 avril. Le docteur Wilhelm veut que je prolonge la période pendant laquelle Joe se trouve sous hypnose dans la piscine. Ceci parce que, à son réveil hier, elle a dit qu'elle se souvenait d'impressions vagues et singulières qui auraient pu être des images télépathiques ou des messages. Je suis presque certain qu'il ne s'agit que de pseudo-souvenirs créés par son subconscient pour faire plaisir au docteur Wilhelm. J'ai beaucoup protesté contre toute intensification de cette phase de l'expérience. Les orgies des hippies sur la plage au sud d'ici se poursuivent presque chaque nuit jusqu'à l'aube. Nous en perdons tous les trois le sommeil et devenons nerveux. Surtout Joe, qui se fatigue vite après les séances prolongées sous hypnose. 28 avril. Joe avait gardé une impression particulièrement profonde de scènes ou d'images qui lui avaient été transmises pendant l'hypnose, après que je l'ai eu arraché à ses transes cet après-midi. Selon la suggestion de Wilhelm, je l'ai mise une fois de plus sous hypnose pour l'aider à se souvenir et nous avons enregistré au magnétophone un échange de questions et de réponses qui ne s'est guère révélé concluant. Elle a parlé d'une cité de pierre, en ruine, sous la mer, avec des arches, des dômes et des flèches d'église couvertes d'algues, de créatures marines qui se déplaçaient dans les rues noyées. Elle ne cessait de répéter un mot dont la prononciation se rapprochait de Arlaya. Ce n'est là, j'en suis certain, qu'imagination pure, outre les souvenirs des poèmes de Poe ou des pages de littérature d'horreur de dernier ordre, peut-être même aussi de l'histoire que Wilhelm nous a lue au sujet des dauphins des îles Gilbert et de leurs rois venus de l'Ouest. Pourtant, Wilhelm était tout excité, et Joséphine l'a été à son tour quand elle s'est réveillée et qu'elle a entendu la bande. L'un et l'autre veulent que je la plonge en transe profonde et que je la laisse toute une journée dans la piscine. Je tiens cela pour une idée absurde, et je le leur ai dit. 29 avril. Ce matin, Wilhelm m'a pressé à nouveau. Je lui ai répondu que je ne saurais être responsable de ce qui pouvait arriver, et il m'a répliqué « Non, bien sûr que non. Je suis moi-même responsable de tout ce qui se fait dans cet institut. » Puis il m'a montré une sorte de harnais de toile, ou de bouée culotte, qu'il avait installé dans la piscine et fixé solidement au bord. Joe pourrait y être sanglée et se déplacer dans l'eau sans courir le risque de se noyer pendant qu'elle serait sous hypnose. J'ai cédé et j'ai accepté de poursuivre dans ce sens pendant quelque temps. 30 avril. Tout s'est passé sans difficulté. Joe et Wilhelm sont convaincus quant à ce qu'ils appellent des messages deviennent plus précis et plus concrets. Pour moi, ce dont elle se souvient sous hypnose légère n'est que non-sens ou fantaisie, et vient s'ajouter peut-être au souvenir de ces curieuses rumeurs concernant Innsmouth, la ville natale de son père, qu'elle avait mentionnée devant moi il y a quelque temps. Néanmoins, tous deux veulent continuer de cette manière pendant encore un jour ou deux, et j'ai accepté, étant donné qu'il ne paraît y avoir pas de danger véritable à le faire. Pas de danger à le faire.
Si quand j'ai écrit ces mots, j'avais eu le moindre soupçon de ce que je sais à présent, j'aurais immédiatement arrêté l'expérience. J'aurais soit choisi cette solution, soit quitté cet avant-poste au bord de la mer aux frontières de l'inconnu, menacé de l'extérieur par une superstition fanatique et de l'intérieur par une intraitable hubris scientifique. Mais bien que les indices eussent été là, immédiatement reconnaissables, je ne vis pourtant rien alors. Je ne perçus qu'un vague et inexplicable malaise, et je ne fis rien. Voilà pourquoi je suis, moi aussi, responsable de ce qui est arrivé. Demandez-moi aujourd'hui pourquoi nous avons laissé Joe Gilman seul dans le bassin du Dauphin ce soir-là, et je reconnaîtrai que cela semble n'avoir été que négligence criminelle ou inexcusable folie. Pourtant, Wilhelm et moi l'avions surveillé à tour de rôle la nuit précédente, à demi submergé dans son harnais de toile et rêvant ses étranges rêves sous la lumière crue des tubes fluorescents. Le harnais lui maintenait la tête et le thorax bien au-dessus de l'eau. Quant à Flip, qui paraissait tranquille dans ce bassin, il paraissait somnolé, lui aussi. Bien que les dauphins ne dorment jamais, puisqu'il faut constamment, comme les baleines, remonter à la surface pour respirer. Aussi, le second soir, après qu'elle nous l'eût elle-même recommandé, Wilhelm et moi nous étions retirés pour dîner, puis nous étions allés nous détendre un peu dans nos chambres. Le hurlement qui nous arracha l'un et l'autre une vague torpeur née du manque de sommeil nous parvint aux environs de 10 heures du soir. La chambre du docteur Wilhelm était plus proche du labo principal que la mienne. Aussi, en dépit de notre différence d'âge et de corpulence, atteignit-il avant moi la lourde porte de fer de l'aquarium du bord de la plage. Comme j'approchais du bâtiment, je le vis tâtonner pour trouver le trou de la serrure. Ses mains tremblaient. Je fus stupéfait de l'entendre me jeter hors d'haleine, par-dessus son épaule. « Attendez-moi ici !» Je n'eus pas le choix, car il se glissa à l'intérieur et claqua la porte derrière lui. La fermeture s'opérait de façon automatique, et comme seul Wilhelm et le premier technicien du labo, qui se trouvait à cette heure à des miles de là à San Simeon, avaient les clés, je fus bien forcé d'obéir. Je me souviens encore et je revis dans le moindre détail l'agonie et l'appréhension de cette veille, tandis que la barre sibilante venait s'écraser à quelques yards de là, sous l'influence d'un vent qui fraîchissait et sous une demi-lune qui brillait avec une ironie sereine sur ce bâtiment d'un blanc spectral, silencieux et aveugle. J'avais jeté un coup d'œil à ma montre tout en courant sur la plage et je peux affirmer qu'il s'était passé presque 10 minutes entre le moment où Wilhelm m'avait claqué la porte au nez et celui où elle se rouvrit, lentement, en grinçant, l'ouverture découvrant comme toujours un rectangle de dure lumière qui m'éblouit. « Venez m'aider à la porte », murmura Wilhelm de l'intérieur avant de s'en retourner. Je pénétrai à l'intérieur. Il avait retiré le corps évanoui de Joe Gilman de l'eau et l'avait enveloppé dans plusieurs de ces grandes sorties de bain qui restaient toujours à portée de la main près de la piscine. Je jetai un coup d'œil par-dessus la silhouette inerte et je fus surpris de voir que le harnais de toile de Joe flottait, écartelé à la surface vacillante du bassin, ainsi qu'une partie du maillot de bain rouge vif qui paraissait mêlé à la toile en lambeaux. La forme sombre du dauphin Flip, je l'aperçus aussi tout entière, submergée, étrangement immobile, dans l'un des angles éloignés de la piscine. « Dans sa chambre », murmura Wilhelm, comme nous soulevions Joe. Dieu sait comment, titubant et progressant de biais dans le sable mou, nous atteignîmes le bâtiment où nous logions, ouvrîmes à grand-peine la porte, puis trébuchâmes à travers l'appartement de Joe. Je n'y avais jamais pénétré, mais Wilhelm paraissait connaître les lieux, avant de laisser choir sans cérémonie son corps emmitouflé sur l'étroit lit pliant. Je vais appeler un docteur. Non, ne faites pas ça. Elle n'est pas vraiment blessée. En tant que zoologue, je suis suffisamment médecin moi-même pour m'en rendre compte. Allez chercher un magnétophone au labo. Je crois qu'elle est toujours sous hypnose et qu'elle est peut-être capable de nous raconter ce qui s'est passé. Mais vous avez vu ? J'ai vu ce que vous avez vu. Elle était accrochée au bord de la piscine quand je suis entré là-dedans. Elle n'avait qu'une partie de sa conscience et elle était sortie de son harnais. Allez me chercher le magnétophone, mon vieux. Pourquoi lui obéis-je aveuglément, je n'en sais toujours rien. Mais je me retrouvais une fois de plus en train de longer la plage à l'aveuglette, l'anneau de clé de Wilhelm à la main, puis je tâtonnais pour trouver un magnétophone portatif dans l'un des placards bien rangés du laboratoire principal. Quand je rapportais à bout de bras l'appareil dans la chambre de Joséphine, je découvris que le docteur Wilhelm s'était arrangé pour lui passer un déshabillé de dentelle incongru et qu'il avait glissé sous les couvertures. Il lui massait les poignets d'un mouvement mécanique et examinait son visage avec anxiété. Elle avait toujours les yeux fermés, sa respiration pénible était irrégulière. Nous nous aperçûmes très vite que Joe se trouvait toujours dans le profond état mesmérique où je l'avais placé ce matin-là. Je fus à même de lui tirer des réponses en employant des mots-clés que j'utilisais pour déclencher l'état de transe, état qu'elle atteignait avec tant de facilité au cours de ces derniers jours que c'en était déconcertant.
Joe, m'entendez-vous? Dites-nous ce qui vous est arrivé. La pressai-je avec douceur. La couleur lui revint lentement au visage. Elle eut un soupir profond et bougea sous les draps. Pour ce qui se passa ensuite, je possède non seulement le témoignage de mes propres souvenirs, mais encore une transcription de la bande magnétique tapée à la machine le lendemain, car le docteur Wilhelm, avec un air d'attente anxieuse, venait d'approcher le micro de son oreiller. Ce qui suit est un résumé où sont omis certaines de ses répétitions et les encouragements de notre part, de ce que nous entendîmes murmurer par des lèvres meurtries d'une femme en état comateux qui s'agitait, inquiète, sur sa couche, dans une chambre faiblement éclairée, près du Pacifique scintillant et inondé de lune, aux alentours de minuit, la veille d'un 1er mai. Il faut sortir. Faut sortir et unifier les forces. Ceux qui attendent dans la liquide Arlaïet. Ceux qui parcourent l'immensité désertique et neigeuse de Leng. Ceux qui sifflent et se cachent dans Kadat l'inexploré. Tous se lèveront. Tous se réuniront une fois encore pour louer le grand Cloulou, Shub Nigorat, celui qui ne doit pas être nommé. Tu m'aideras, toi compagne qui respire aussi l'air, toi compagne qui détient aussi la chaleur, toi qui retiens la semence pour les dernières semailles et la moisson sans fin. Yahantle célébrera nos noces, les labyrinthes envahis par les algues abriteront notre couche, les promeneurs de l'ombre à la démarche fière, silencieuse, nous accueilleront et se livreront à une haute débauche et à des danses altières, sur leurs pattes aux nombreux segments. Leurs yeux anciens luisants sont gais, et nous demeurerons parmi la merveille et la gloire, toujours. Celle qui parlait halta soudain et parut lutter pour se réveiller. Mon appréhension s'était cristallisée en une certitude. Elle est hystérique. Non, non, pas hystérique. Pas hystérique. Elle a franchi tous les obstacles. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous ne voyez pas qu'elle se fait l'écho d'idées et d'images qui lui ont été projetées. Vous ne comprenez pas. Ce que nous venons d'entendre, c'est la tentative qu'elle a faite pour traduire dans notre langue l'expérience qu'elle a vécue aujourd'hui. La chose la plus étonnante qu'aucun être humain ait jamais expérimentée. Recevoir une communication d'une autre espèce intelligente. Du reste de cette nuit, je n'ai guère gardé le souvenir. Le double choc de la crise hystérique de Joe Gilman, car c'est ainsi que j'interprétais le discours extravagant qu'elle avait prononcé encore inconsciente, ainsi que son hurlement initial et la manière dont elle s'était débattue pour s'arracher aux moyens de contention dont nous avions usé avec elle, et l'interprétation irraisonnée qu'en avait faite mon employeur, m'avait démonté à un tel point que lorsque Joe eut sombré lentement dans un sommeil normal, je m'excusai auprès du docteur Wilhelm et regagnai ma chambre, comme un homme ivre, un peu avant minuit, pour y dormir 10 heures d'un sommeil ininterrompu, sinon paisible. Ce qui me surprit vivement quand je rejoignis les autres membres de l'équipe au déjeuner, le lendemain, ce fut de me rendre compte qu'une réticence, presque une conspiration du silence, était déjà instaurée au sujet des événements de la nuit précédente. Joe, bien que pâle et encore ébranlé, faisait allusion à ce qui s'était passé en parlant comme de son voyage au LSD devant les autres membres de l'équipe, et le docteur Wilhelm se contentait d'indiquer qu'une phrase avortée de l'opération Dauphin venait d'être abandonnée. Quoi qu'il en soit, Joe renonça entièrement à l'intimité dans laquelle elle avait auparavant vécu avec Flip. À dire vrai, je ne devais plus jamais la revoir dans le bâtiment de l'aquarium, du moins pas avant une scène cruciale dont j'hésite presque dans les circonstances actuelles à affirmer qu'elle eût vraiment eu lieu. Soudain, tous les efforts de recherche se trouvèrent hâtivement reportés sur les parcs de la plage nord, où s'entassaient les jeunes dauphins, et l'on me demanda d'interpréter des enregistrements de sonar et des diagrammes qui rendaient compte de divers types de déplacements sous l'eau qui pouvaient, ou ne pouvaient pas, indiquer l'existence d'une communication télépathique grégaire entre ces animaux isolés et en groupe, soit libres, soit captifs. Ceci, même si c'était une manière rationnelle et plausible de mettre l'accent sur un autre aspect expérimental, ne parvint pas à me convaincre tout à fait. Cela me semblait n'être qu'une dissimulation de la vérité, tant de la part de Joséphine que de celle de Wilhelm, qui masquait une crainte, une incertitude ou quelques préoccupations insoupçonnées que je ne parvenais pas à saisir. Peut-être ces quelques extraits supplémentaires de mon journal contribueront-ils à faire comprendre quel était mon malaise durant cette période. 7 mai. Jo est toujours distante et évasive à mon égard. Aujourd'hui, comme nous travaillons ensemble à coder divers types de documents des dauphins pour l'ordinateur, elle s'est tue brusquement, s'est arrêtée de travailler et s'est mise à regarder droit devant elle. Quand j'ai passé une main devant son visage, je me suis rendu compte que son regard était vague, qu'elle ne voyait pas, et qu'elle était en réalité retombée dans une transe dont j'ai pu la tirer en me servant des mots-clés que nous utilisons lorsqu'elle est sous hypnose régulière.
J'ai été horrifié, car de telles transes volontaires peuvent très bien être le symptôme d'un trouble psychique profond, dont je ne pourrais que me tenir pour responsable étant donné que j'ai cédé à l'obstination téméraire du docteur Wilhelm. Quand elle s'est réveillée, pourtant, elle n'avait pas voulu reconnaître avoir eu autre chose qu'une migraine, et s'être assoupie un instant. Je n'ai pas voulu insister sur ce point à ce moment-là. 8 mai. Ce qui précède a été écrit à la fin de l'après-midi. Comme Jo m'a paru être à nouveau elle-même au dîner, j'ai résolu d'aller la voir un peu plus tard afin d'avoir une conversation sérieuse avec elle au sujet de l'état préoccupant dans lequel elle se trouve. Quand je suis arrivé à la porte de son appartement, j'ai cependant été surpris d'entendre des voix engagées, semblait-il, dans une conversation à voix basse. Je suis resté là quelques instants, ne sachant si j'allais oser frapper ou non. Soudain, je me suis aperçu que ce que j'entendais se décomposait en un échange de questions et de réponses, caractéristique d'une conversation avec les silences et les variations de rythme et de cadence des voix qui y prennent part. Le timbre n'était en réalité que celui d'une seule personne, Joséphine Gilman. Je ne pouvais distinguer le moindre mot dans le flot de ce discours murmuré avec précaution. J'ai essayé de tourner la poignée, mais la porte était fermée. J'ai donc repris sur la pointe des pieds le couloir extérieur comme si j'avais été un voleur ou un quelconque indiscret. 10 mai. Je ne peux toujours pas croire que ce que Jo a dit au magnétophone après son soi-disant accès d'hystérie était vraiment une transmission télépathique de Flip dont elle se serait souvenue. Et en dépit de ce que le docteur Wilhelm m'a dit cette nuit-là, j'ignore s'il le croit encore lui-même. J'ai étudié la transcription à plusieurs reprises et je crois bien avoir trouvé une explication. Il y avait quelque chose qui m'avait paru familier et qui me hantait à propos de l'une des phrases qu'elle avait prononcées. Leurs yeux anciens, luisants, sont gais. Me souvenant à quel point la mémoire du docteur Wilhelm était remarquable, je suis allé lui en parler et il m'a dit aussitôt. Oui, c'est Yeats. J'ai reconnu ça presque tout de suite. Mais alors ça signifie que le prétendu message, ou une partie de celui-ci tout au moins, peut provenir du souvenir subconscient qu'elle a d'un poème. Peut-être. Mais après tout, c'est Yeats qui a écrit un vers où il est question de cette mer déchirée par des dauphins, du Kong harcelé. Peut-être est-il leur poète favori. Cette désinvolture m'a irrité. Docteur Wilhelm, croyez-vous vraiment que cette bande soit une transmission télépathique provenant de Flip? Je ne sais pas, Dorn. Sans doute ne le saurons-nous jamais. Je l'ai cru tout d'abord, mais peut-être m'étais-je laissé entraîner. Je vais presque jusqu'à le souhaiter. C'était une expérience bien éprouvante. Il y a pourtant une chose dont je suis sûr. Vous aviez raison. Cette voie d'approche est trop dangereuse pour un sujet aussi tendu que Jo, tout au moins. Il se peut que nous trouvions une façon plus sûre de reprendre la recherche en parlant de l'hypnose plus tard, mais pour le moment, je ne vois pas comment. Nous avons, du moins, eu de la chance qu'il ne lui soit rien arrivé. Ça, nous ne le savons pas non plus. Elle s'est mise à s'hypnotiser toute seule. Wilhelm ne m'a pas répondu. 20 mai. Depuis plus d'une semaine, je n'ai pas vu Jo se mettre en transe pendant la journée. Il est vrai qu'elle se retire tôt en invoquant la fatigue. Aussi ignorons-nous ce qui lui arrive la nuit. À diverses reprises, je me suis délibérément posté derrière sa porte le soir, et une fois, j'ai cru distinguer à nouveau l'étrange conversation à voix basse que j'avais déjà surprise, mais celle-ci se poursuivait sur un ton plus bas encore et semblait plus lointaine. La recherche se fait à présent de façon machinale et curieusement artificielle. Je ne crois pas que nous arrivions à quoi que ce soit, ni qu'il y ait la moindre nécessité pour moi d'y participer. L'enthousiasme et la vigueur qui animaient Wilhelm au début l'ont également abandonné. Il maigrit et paraît plus âgé, inquiet, comme s'il s'attendait à quelque chose. 24 mai. Je suis resté assis tard dans le patio, la nuit dernière, les yeux tournés vers l'océan, invisible puisqu'il n'y avait pas de lune. À 9 heures environ, j'ai vu quelque chose de blanc descendre au bord de l'eau, puis poursuivre sa route vers le sud, dans la direction du labo principal. Troublé par ce qu'il y avait là de singulier, j'ai suivi. C'était Jo, bien entendu, soit sous hypnose, soit en crise de somnambulisme. Voilà une scène digne d'un film d'horreur dont Wilhelm aurait pu se moquer. Je l'ai prise par le bras et j'ai pu la guider jusqu'au bâtiment où nous dormons. La porte de son appartement était ouverte et je l'ai mise au lit sans qu'elle m'oppose de résistance. Mais quand j'ai tenté de la réveiller en usant des méthodes mesmériques habituelles, je n'y suis pas parvenu. Au bout d'un moment pourtant, elle m'a paru sombrer dans un sommeil ordinaire et je l'ai quittée, verrouillant la serrure de la porte d'entrée de telle sorte que le bloc s'enclenche automatiquement. Wilhelm travaillait tard dans son bureau, mais je ne voyais pas pour quelle raison je serais allé lui parler de cet incident. Je ne le mentionnerai pas sans doute à Jo non plus,
étant donné que cela risquerait de la bouleverser encore davantage. Je me rends compte que je me suis beaucoup attaché à elle depuis son voyage au LSD, d'une façon tendre, différente de l'attraction physique que j'avais tout d'abord ressentie pour elle. Et le sachant, je reconnais aussi qu'il faut faire quelque chose pour lui venir en aide. Je ne vois pas d'autre solution que de faire appel à un psychiatre, mais Wilhelm en a déjà nié la nécessité, et je n'ignore pas que Joe suivra sur ce point. Il me faut demeurer en éveil et recueillir assez de faits pour convaincre l'un et l'autre que c'est une décision à prendre de toute urgence. Au cours des dernières semaines, nos hippies avaient renoncé à leur cérémonie nocturne, mais la nuit dernière, après avoir quitté la chambre de Joe, j'ai entendu leurs chants et leurs cris inhumains s'élever à nouveau, et j'ai aperçu de mon patio les reflets de leur feu au loin sur la plage. Une fois de plus, je n'ai pas bien dormi. Nous étions à la mi-juin, et il n'y avait eu aucun changement dans la situation subtilement tendue qui régnait à l'Institut quand j'eus une entrevue lourde de sens avec le gourou hippie Alonzo Waite. La lune brillait très vivement ce soir-là, et j'étais assis comme d'habitude dans mon patio vitré, un dernier verre de cognac à la main, tentant pour la 100e fois de mettre un peu d'ordre dans toutes mes pensées et mes idées. Joe Gilman s'était comme d'habitude retiré très tôt et le docteur Wilhelm était parti en ville chercher quelques fournitures dont nous avions besoin. Aussi étais-je en fait la seule personne visible de l'Institut. Peut-être Waite le savait-il, car il vint sans hésiter de la plage à ma porte, son manteau de fourrure lui battant les mollets, alors qu'il n'y avait pas de lumière dans mon appartement. Je me levai et hésitai un peu avant de le faire entrer. Il s'installa sur une chaise de toile, refusa mon cognac, puis retira sans y prêter attention le béret rouge et sale qu'il avait posé sur ses longues boucles. Dans la lueur incertaine de la lampe tempête que je venais d'allumer, ses yeux sombres paraissaient distants et leur regard était tourné vers l'intérieur. Je me demandais s'il était sous influence de drogue. « Monsieur Dorn, je sais que vous, en tant qu'homme de science, ne pouvez approuver ce que mes compagnons et moi-même tentons de faire. Pourtant, comme il entre dans votre domaine d'explorer les aspects les plus ignorés de l'esprit humain, j'ai nourri l'espoir que vous voudriez bien m'écouter avec plus de sympathie que le docteur Wilhelm l'a fait. Moi aussi, je suis un scientifique, ou plutôt je l'ai été. Ne souriez pas. Il y a quelques années, j'étais professeur assistant de psychologie clinique dans un petit établissement du Massachusetts, auquel on a donné le nom d'université Miskatonic, un endroit dont vous ne pouvez même pas avoir entendu parler. Cette université se trouve dans une vieille ville coloniale, Arkham, un trou perdu, mais qui a eu son heure de célébrité au temps des procès des sorcières. Maintenant, aussi extravagante que puisse vous paraître cette coïncidence, s'il s'agit véritablement d'une coïncidence, j'ai connu de vue votre collaboratrice, Joséphine Gilman, au temps où elle était étudiante là-bas, bien qu'elle-même ne pourrait sûrement pas me reconnaître, pas plus que mon nom ne lui dirait quelque chose sans doute, sous le déguisement que j'ai adopté depuis. Il frissonna légèrement, baissa les yeux pour jeter un coup d'œil sur son costume excentrique, puis il reprit. Vous n'avez probablement gardé aucun souvenir du scandale qui me contraignit à quitter mon poste, puisqu'il fut étouffé et que seuls quelques rares journaux voués au sensationnel le mentionnèrent. J'ai été l'un de ces premiers martyrs de la science, de la superstition si vous préférez. Mais qui faisait preuve de superstition? Renvoyé pour avoir expérimenté des drogues avec des étudiants tout au début des recherches sur le LSD. Comme d'autres plus célèbres aujourd'hui et qui ont parfois exploité leur découverte pour en tirer un profit personnel ou une certaine notoriété. J'étais convaincu que ces drogues qui ouvraient l'esprit permettaient à l'humanité d'accéder à un monde nouveau, d'expériences psychiques et religieuses. Je n'ai jamais cessé de me demander à l'époque si l'expérience ne serait faite que de beauté ou si elle comprendrait aussi la terreur. J'étais un scientifique pur à cette époque, aimais-je à penser, et pour moi tout ce qui pouvait contribuer au progrès de la compréhension humaine était un bon matériau, ou tout au moins un matériau neutre. J'avais encore beaucoup de choses à apprendre. La pratique secrète de la drogue à l'université Miskatonic se faisait dans un cadre un peu particulier. Cette école possède l'une des collections les plus remarquables à l'heure actuelle de livres anciens consacrés aux pratiques religieuses extraordinaires. Si je vous dis qu'un traité arabe du Moyen-Âge intitulé Necronomicon s'y trouve dans une version latine, je vous apprendrai sans doute quelque chose. L'exemplaire de la Miskatonic est pourtant sans prix, l'un des 3 que l'on connaisse encore, les 2 autres se trouvant l'un à Harvard et l'autre dans une bibliothèque à Paris. Ces livres mentionnent l'existence d'une ancienne société secrète ou d'une association culturelle qui est persuadée que la Terre et tout l'univers connu ont autrefois été dominés par d'innombrables envahisseurs étrangers venus de l'espace et du temps extérieur, longtemps avant que l'homme ne soit apparu sur cette planète.
Ces entités auraient été si complètement étrangères à la matière moléculaire et à la vie protoplasmique qu'ils auraient été virtuellement en fait des êtres surnaturels et malfaisants. Waite avait peut-être été professeur, me disais-je, mais à en juger par la manière dont il amenait ses mots et la façon surprenante dont il les choisissait, il aurait fait un bien meilleur acteur shakespearien ou l'un de ces pasteurs prêchant le retour à la religion que l'on rencontrait autrefois. Son costume contribuait d'ailleurs à renforcer cet effet-là. À un moment donné, ces usurpateurs furent battus et chassés par des opposants cosmiques d'une puissance encore supérieure à la leur, et qui de notre point de vue limité tout au moins semblerait avoir été débonnaires. Cependant, les anciens battus ne pouvaient être ni éliminés ni même contrecarrés de façon définitive. Ils continuent donc à vivre emprisonnés, mais ils cherchent toujours à revenir et à reprendre leur puissante domination sur l'univers espace-temps, afin d'y poursuivre leurs buts immémoriaux et totalement inconnaissables. Ces livres anciens rapportent la tradition et les textes qui ont été transmis à l'homme par des prêtres humains et préhumains ayant servi ces déités emprisonnées qui s'efforcent sans cesse de modeler les pensées des hommes ou de s'imposer à elles par les rêves. Ces entités étrangères les poussent à accomplir les rites et les cérémonies grâce auxquelles elles peuvent être préservées, affermies et enfin délivrées d'un asservissement qu'elles détestent. Tout cela se poursuit encore aujourd'hui, et a influencé la moitié de l'histoire de la science et de la religion humaine de façon occulte. Et bien entendu, il y a les cultes rivaux qui s'efforcent de prévenir le retour des anciens et d'anéantir les efforts de leurs favoris. Pour être bref, les visions provoquées par l'usage du LSD chez les étudiants de Miskatonic, outre les résultats de quelques expériences et cérémonies dont nous avons appris les détails dans les vieux livres, nous ont confirmé de terrible manière la réalité de cette mythologie fantastique. Il y a eu plusieurs disparitions de membres du groupe qui avaient été trop osés et plusieurs cas de dépression nerveuse qui s'accompagnaient de transformations physiques, si bien que les victimes devaient être placées en réclusion permanente. Ces phénomènes, je vous l'assure, n'étaient pas dus à la moindre intervention humaine, quoique les autorités aient pu choisir de croire. Bien qu'on ait pu prouver aucune délation, le groupe fut découvert, renvoyé et je perdis mon poste. Après cela, un certain nombre d'entre nous décidèrent de venir ici pour y fonder une communauté destinée à contrecarrer l'action des partisans de ce culte malfaisant, visant à libérer les grands anciens, ce qui signifierait en réalité la mort ou la dégradation pour tous les hommes qui n'ont pas juré de les servir. Tel est le but de nos efforts actuels, acquérir une connaissance et une discipline spirituelle par l'usage contrôlé de moyens hallucinogènes. Croyez-moi, nous avons vu un nombre plus que suffisant des horreurs qui sont liées à ces questions et nos sympathies sont toutes acquises à l'autre côté. Malheureusement, il y a des groupes d'opposants, dont certains sont installés ici même en Californie, qui travaillent selon des voies parallèles afin d'obtenir des résultats exactement opposés. C'est une histoire intéressante. Mais qu'est-ce que tout cela peut bien avoir à faire avec vos recherches ici, et le fait que vous ayez connu Mademoiselle Gilman du temps où elle était étudiante ? La famille de Joséphine est originaire d'Innsmouth. Cette ville maudite était autrefois l'un des centres de cette conspiration cosmique. Avant la guerre de sécession, les marins d'Innsmouth ont rapporté d'étranges croyances de leur voyage dans le Pacifique Sud. D'étranges croyances, d'étranges pouvoirs et d'étranges polynésiennes déformées qu'ils avaient prises pour femmes. Plus tard, des choses plus étranges encore allaient leur venir de la mer elle-même, en réponse à certains rites et sacrifices. Ces créatures mi-humaines, mi-amphibiennes, issues de souches inconnues de batraciens, vécurent dans la ville et s'y marièrent avec les habitants, puis elles donnèrent naissance à de nombreux hybrides. Presque tous les habitants d'Innsmouth allaient porter les tares de cet héritage inhumain, et en vieillissant, nombre d'entre eux devaient s'en aller vivre sous la mer, dans les vastes cités de pierre qui ont construit les races qui servent le grand Cthulhu. Je répétais le nom étrange d'une voix hésitante. Cela paraissait éveiller quelque chose dans ma mémoire. Tout cela me rappelait curieusement que ce que Jo m'avait dit, ainsi que les mots qu'elle avait prononcés dans son délire et que la bande magnétique avait enregistrés. Ce que Wilhelm avait cru, à demi, être plus ou moins un message lancé par la pensée d'une race sous-marine. Cthulhu est une déité démoniaque emprisonnée dans une citadelle au milieu de la cité préhumaine de R'lyeh, qui se trouve sous l'eau quelque part au milieu du Pacifique. Car le pouvoir de ses ennemis l'a contraint à s'enfoncer sous la mer, il y a de cela bien des éons. Endormi, il rêve toujours cependant au jour de sa libération, au moment où il pourra reprendre la domination qu'il exerçait autrefois sur Terre. Et ces rêves, au cours des siècles, ont créé et contrôlé ces races sous-marines à l'intelligence malfaisante, qui sont ses serviteurs. Vous ne parlez pas des dauphins ? Les dauphins et les autres. Certains ont un aspect tel que seuls des naufragés qui déliraient et les ont vus ont pu survivre.
C'est à la source des légendaires hydres et harpies, des méduses et des sirènes, de Scylla et de Circé, qui ont terrifié les êtres humains depuis l'aube de la civilisation, et même longtemps avant. À présent, vous devinez pourquoi j'ai constamment averti le docteur Wilhelm de renoncer à son travail, même s'il est plus près d'atteindre le succès qu'il ne s'en rend compte. Il se mêle de choses plus terribles qu'il ne peut l'imaginer, sans doute lorsqu'il cherche à entrer en communication avec ceux des profondeurs, les favoris de cette horreur blasphématoire que l'on connaît sous le nom de Cthulhu. Plus que cela, la jeune fille à travers laquelle il recherche cette communication est l'une des Gilman d'Innsmouth. Non, ne m'interrompez pas. Je l'ai su dès que je l'ai vue à l'université, les signes sont reconnaissables, bien qu'ils ne soient pas encore très prononcés. Les yeux saillants, ictioïdes, la peau rêche du cou avec l'amorce naissante de l'ouverture des branchies qui se développeront graduellement avec l'âge. Un jour comme ses ancêtres, elle quittera la terre et s'en ira vivre au fond de l'eau, amphibien sans âge dans des cités envahies par les algues de ceux des profondeurs, que j'aperçois presque chaque jour dans mes visions, comme dans mes cauchemars. Il ne peut s'agir d'une coïncidence. Il y a eu manipulation quelque part pour que cette fille, qui ignore presque tout de son terrible héritage, ait été mise en contact intime, impie avec une créature qui peut lui enlever les minces chances qu'elle ait jamais eues d'échapper à son monstrueux destin génétique. Bien que j'ai fait de mon mieux pour calmer Alonzo Waite en l'assurant que toutes les tentatives qui avaient été faites pour établir un rapport hypnotique entre Joe et Flip avaient été abandonnées, et qu'en outre la jeune fille avait pris l'animal en aversion, je ne lui parlais pas des aspects troublants de la question dont certains paraissaient curieusement vouloir s'insérer dans l'étrange mélange de superstition et d'hallucination qu'il avait essayé de m'imposer. Waite ne parut guère convaincu par mes protestations, mais je voulais me débarrasser de lui pour réfléchir une fois de plus à cette affaire. Manifestement, toute son histoire était absurde. Il était cependant tout aussi évident qu'il y croyait. Or, si d'autres y croyaient aussi, comme il le prétendait, cela pouvait peut-être expliquer dans une certaine mesure les surprenantes coïncidences et la trame semi-constante que semblait tisser dans le même temps tant d'inconséquences et tant d'ambiguïté. Pourtant, après le départ de Wade, je me dis qu'il manquait encore un certain nombre de morceaux au puzzle. Ainsi, quand Joe Gilman vient frapper à ma porte, un peu avant 11 heures, fus-je à la fois surpris, elle ne sortait plus jamais la nuit depuis sa crise de somnambulisme, et heureux de la chance qui m'était offerte de lui poser quelques questions. Je n'arrivais pas à dormir et j'ai eu envie de parler à quelqu'un. J'espère que je ne vous dérange pas. Elle accepta un cognac à l'eau et alluma une cigarette. Je dévisageai Joe avec attention pour tenter de relever le moindre signe indiquant qu'elle pourrait retomber dans cet état auto-hypnotique dans lequel elle tenait des conversations avec elle-même, mais je n'en vis aucun. Elle me parut plus normale qu'elle ne l'avait été depuis bien des semaines. En revanche, j'étais ennuyé de me rendre compte que j'étais devenu plus conscient qu'auparavant des particularités physiques que cet imbécile de Waite avait attribuées à un impossible héritage biologique légué par son ascendance. Notre conversation fut tout à fait prosaïque jusqu'au moment où je saisis l'occasion que m'offrit un court silence pour lui poser l'une des questions qui avait commencé à m'intriguer. Quand avez-vous entendu parler pour la première fois des études du docteur Wilhelm, et comment se fait-il que vous soyez venu travailler pour lui? C'était tout de suite après que mon père se soit noyé. Il m'a fallu quitter le collège là-bas au Massachusetts et commencer à gagner ma vie. J'avais entendu parler des recherches de Fred, et elles m'avaient paru séduisantes dès le début. Et je n'aurais jamais pensé demander à travailler ici si mon oncle Joseph ne me l'avait pas suggéré. C'est le frère de votre père? Oui. Un drôle de vieux petit bonhomme. J'ai toujours pensé quand j'étais enfant qu'il ressemblait tout à fait à une grenouille. Il passe la moitié de l'année dans la vieille maison de famille à Innsmouth et l'autre moitié à Boston. Il a l'air d'avoir tout l'argent dont il a besoin, bien que je ne lui en ai jamais vu entre les mains. Mon père lui avait demandé une fois en plaisantant ce qu'il faisait pour gagner sa vie, et l'oncle Joe s'était contenté de rire, puis de répondre qu'il plongeait sous la mer pour récupérer des doublons espagnols. Quoi qu'il en soit, quelques semaines après ma sortie de l'école et mon retour à Boston, l'oncle Joe me montra un article au sujet des travaux du docteur Wilhelm sur les delphinidés. Je crois que c'était dans le Scientific American. Joe savait que j'avais fait des études d'océanographie, bien entendu, et il me dit qu'il connaissait quelqu'un qui faisait autorité dans ce domaine et qui pourrait me donner une recommandation. Elle devait être bonne car en moins de 6 semaines, je me retrouvais ici. Cela fait maintenant un peu plus de 2 ans. Si Alonzo Waite avait eu besoin d'un chaînon supplémentaire pour ajouter à sa folle théorie de conspiration, voilà qu'il l'aurait comblé. Vous savez, je vous ai déjà dit que le docteur Wilhelm m'avait demandé en mariage il y a 6 mois. À l'époque, j'avais estimé que ce n'était pas une bonne idée, mais aujourd'hui, je voudrais bien l'avoir pris au mot. Pourquoi? Vous avez peur de finir vieille fille? J'aurais peut-être bien quelque chose à dire là-dessus un de ces jours. Non.
La raison en est que, depuis l'époque environ où Fred Wilhelm m'a tiré de ce voyage au LSD dans le bassin du Dauphin, je suis enceinte. Enfin, c'est ce qu'a calculé le docteur de San Simeon. Alors c'est Fred? Tirez vous-même les conclusions. C'est soit vous, soit Fred. Je me souviens de rien de ce qui s'est passé jusqu'au moment où je me suis réveillé le lendemain matin et où j'avais l'impression d'être un vieux punching ball. Wilhelm est resté seul avec vous 10 minutes au moins avant de me laisser pénétrer dans l'aquarium. Et il est demeuré seul avec vous dans votre appartement après que je sois allé me coucher 3 heures plus tard. Je n'ai jamais été seul avec vous ce soir-là. C'est bien la conclusion que j'avais tirée après ce que vous m'aviez dit tous les deux le lendemain. En outre, je ne vous avais jamais repoussé, peut-être simplement parce que vous n'aviez rien demandé. Joséphine. Non. Oubliez tout cela. Quoi que vous ayez eu envie de me dire, il est trop tard. Il faut que je me mette à penser sur des bases entièrement différentes maintenant. Qu'allez-vous faire? Je pense que je vais épouser Fred. C'est-à-dire, si cela l'intéresse toujours. À partir de là, nous verrons. Il y a d'autres sujets de préoccupation en dehors de moi pour le moment. Et il semble que c'est la bonne voie à suivre. La seule voie pour commencer. Nous n'ajoutâmes plus grand-chose. Jo se sentit soudainement fatigué et je la raccompagnai jusqu'à son appartement. Après quoi, j'allais me promener sur la plage. Un vent vif se leva aux environs de minuit et les nuages voilèrent le peu de lune qu'il y avait. Je me sentais comme paralysé. J'avais ignoré jusqu'alors, ou du moins je ne m'étais pas avoué ce que je ressentais envers Jo. Je l'aimais, moi aussi. J'entendis la Land Rover grimper bruyamment la route sablonneuse. Le docteur Wilhelm me revenait. J'allais avoir du mal à me retrouver en sa présence, demain matin. Ce pourrait bien être, à vrai dire, le meilleur moment pour lui offrir ma démission, même si je n'avais pas de projet pour l'avenir. Il me serait peut-être possible de retrouver mon ancien poste. De toute manière, personne n'avait plus besoin de moi ici, et cela, au moins, était clair comme le jour. Je regagnai ma chambre et m'offris plusieurs autres verres de cognac avant de m'endormir. Je me rendis compte que les hippies étaient en train de se lancer dans l'une de leurs sauvages orgies sur la plage sud. S'il fallait en croire Waite, ils organisaient ces cérémonies pour que le monde sensible, normal et sain demeure un monde sûr pour les gens sensibles, normaux et sains. S'il en restait encore de nos jours. Je ne crois pas avoir dormi beaucoup plus d'1 heure quand quelque chose me fit me dresser d'un seul coup dans mon lit, complètement réveillé. Cela aurait pu être un bruit comme cela aurait pu être une espèce de message mental. Ce qui ne manquait pas d'ironie étant donné le champ de mes recherches, c'est que je n'avais jamais observé et encore moins bien expérimenté un exemple de communication télépathique qui m'eût complètement convaincu. De toute façon, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond, j'en étais sûr. Et si ma prémonition s'avérait juste, je savais où il me fallait aller pour m'en rendre compte. Sur la plage, près du laboratoire principal. Je m'habillai hâtivement et me précipitai dehors, dans les sables mous. Le vent, qui avait maintenant presque atteint une force de tempête, avait balayé les nuages, de devant la faucille de la lune qui brillait, dépouillée, sur la plage et éclairait de sa lumière crue un océan d'étain, battu et froissé. Je pouvais voir 2 silhouettes bouger près du bâtiment aveugle du bord de l'eau, où Flip, le sujet négligé de notre première expérience, était toujours tenu dans l'isolement. Elles convergèrent et pénétrèrent ensemble dans le bâtiment, après avoir été arrêtées un instant par les serrures. Comme je m'élançais à leur poursuite, les rafales du vent m'apportèrent des bribes de la cérémonie hippie. Je reconnus le roulement des tambours et l'entrechoquement sauvage des cymbales, la mélopée étouffée et le hurlement aigu d'extase ou de terreur, ou des deux à la fois, qui flottaient dans l'air. La lumière blanche et brutale des tubes fluorescents se déversait à présent par la porte qui menait au bassin du Dauphin, et je perçus en m'approchant un son nouveau à l'intérieur du bâtiment. Le bruit métallique d'une machinerie et le bourdonnement d'un moteur électrique. Le docteur Wilhelm était en train de lever la porte qui donnait sur la mer et qui s'ouvrait sur la façade la plus proche de l'océan. Porte qui était parfois utilisée dans la journée pour changer l'eau du bassin, tandis que Flip était maintenu par les aides du labo. Nul ne pouvait le retenir à cette heure. Wilhelm allait-il relâcher l'animal pour satisfaire quelques vagues et tardifs scrupules de conscience? Comme j'arrivais essoufflé à la porte ouverte, je me rendis compte cependant qu'il se passait quelque chose de plus grave. En un éclair, juste avant que la tempête ne coupe les lignes à haute tension, j'aperçus une scène incroyable. La porte massive était entièrement levée et permettait aux vagues turbulentes de se précipiter dans la piscine inondée de lumière, de sorte que je pus même les voir s'écraser avec violence sur le rebord, puis inonder le poste d'observation et son équipement complexe. Le Dauphin, opposant sa puissante musculature à la force impétueuse de l'eau qui pénétrait, tentait sans relâche de s'ouvrir une route vers la haute mer. Du docteur Wilhelm, il n'y avait pas de trace, mais perché sur le large dos lisse de la grande bête marine, son corps nu en partie recouvert par sa chevelure éparse qui flottait,
se tenait Joséphine Gilman, assise bien droit, à califourchon sur son étrange monture, évoquant l'antique dessin grec de l'enfant sur le dauphin, emblème énigmatique du mariage de la Terre avec l'océan. Soudain les lampes s'éteignèrent, mais les vagues tumultueuses continuèrent à déferler. La mélopée distante et délirante atteignit le sommet de l'hystérie, puis parut se prolonger incroyablement, indéfiniment. Je n'ai pas gardé d'autres souvenirs. Le corps de Joséphine n'a jamais été retrouvé, et il n'y a pas de raison pour moi d'espérer qu'il le soit. Quand l'équipe du labo arriva le lendemain matin, on répara la ligne à haute tension et on leva à nouveau la porte sur la mer. Le corps déchiqueté du docteur Wilhelm se trouvait pris dessous. Le mécanisme de la porte s'était arrêté au moment où le courant avait manqué, et Wilhelm avait été broyé alors qu'il tentait de suivre vers la haute mer le couple fantastique qu'il avait libéré. Sur la table de travail, bien en ordre du bureau de Wilhelm, lieu où j'avais rencontré Joséphine Gilman pour la première fois, le soir de mon arrivée, se trouvait une enveloppe jaune qui m'était adressée. Elle contenait une lettre tapée à la machine et une bande de magnétophone. Je découvris moi-même cette enveloppe et ne la montrai pas à la police, qui paraissait ajouter foi à l'histoire que je lui racontais, selon laquelle Wilhelm et Joséphine avaient été balayés à la mer lorsque la porte s'était accidentellement levée au cours d'une expérience. Voici cette bande. Cher Dawn, quand vous entendrez ceci, je serai mort si j'ai de la chance. Il me faut les relâcher tous les deux, afin qu'ils retournent aux profondeurs océaniques auxquelles ils appartiennent. Car voyez-vous, je suis persuadé à présent que tout ce que ce personnage grotesque Alonzo Waite m'a dit est vrai. Je vous ai menti une fois quand vous m'avez demandé si j'avais implanté des électrodes dans le cerveau du dauphin utilisé au cours des expériences. J'avais en réalité implanté une électrode à un stade précédent de mes recherches, alors que je faisais diverses études sur le mécanisme de la stimulation sexuelle chez l'animal. Quand nos expériences à propos des communications télépathiques m'ont paru peu satisfaisantes, j'ai été assez criminel et assez stupide pour radiodiffuser un signal adéquat afin d'activer ce stimulus dans un effort malheureux pour accroître le rapport entre le sujet et l'animal. Cela se passait dans l'après-midi du 30 avril, et vous pouvez imaginer, même si vous répugnez plutôt à le faire, ce qui s'est produit ce soir-là. J'assume toute la responsabilité et je me charge de tous les remords que j'expirerai de la seule façon qui me paraîtra convenable. Quand je suis arrivé à la piscine avant vous ce terrible soir, j'ai vu d'un seul coup d'œil ce qui venait sans doute de se passer. Joséphine avait été arrachée à son harnais de toile encore hypnotisée, et elle avait été terriblement meurtrie. Son costume de bain lui avait été arraché presque en totalité, mais je l'enveloppais dans une sorte de bain et réussis à la glisser dans son lit, sans que vous ne vous soyez douté de ce qui s'était véritablement passé. L'hypnose durait encore, et elle ne s'en est pas doutée non plus. À partir de ce moment pourtant, elle a toujours été sous contact télépathique, et même sous contrôle de l'animal qui se trouvait dans la piscine, en dépit du fait qu'elle l'évitait de manière consciente et délibérée. Ce soir, quand je suis rentré de la ville, elle m'a appris sa grossesse, mais au milieu de notre conversation, elle est tombée en transe, comme cela lui arrivait souvent, et elle est partie sur la plage. Je l'ai enfermée dans sa chambre et suis venu m'asseoir pour écrire ceci, étant donné que vous avez le droit de connaître la vérité, même s'il n'y a plus rien que nous puissions faire après ce soir. Je pense que nous avons tous les deux aimé Joséphine, chacun à notre façon, mais que maintenant il est trop tard. Je dois la laisser s'en aller rejoindre les siens. Elle était en train de changer, et quand le bébé sera né, eh bien, vous pouvez imaginer la suite. Je n'aurais moi-même jamais cru la moindre parcelle de tout cela s'il n'y avait eu la bande magnétique. Passez-la, et vous comprendrez tout. Je n'y ai pas pensé pendant près de 2 semaines, idiot que j'étais. Puis je me suis souvenu que tout le temps où Joe était de me réhypnotiser dans la piscine avec le dauphin, j'avais donné l'ordre de laisser les micros ouverts, afin d'enregistrer tout ce qui pourrait se passer. Les bandes étaient chaque fois classées et datées le lendemain, mais elles n'avaient jamais été écoutées. J'ai retrouvé le passage datant du 30 avril, et j'en ai repiqué la partie que je joins à cette bande. Au revoir. Je regrette. Bien des heures passèrent, heures de tristesse et d'incrédulité stupéfaite, avant que je n'ose transporter un magnétophone jusque dans ma chambre pour écouter l'enregistrement que Wilhelm m'avait laissé. J'avais débattu en moi-même la possibilité de détruire la bande sans l'entendre. Après l'avoir écoutée, je m'en allais effacer la bande originale rangée dans le laboratoire principal. Mais
le besoin de connaître la vérité, une vertu scientifique qui est parfois aussi une faiblesse humaine, me contraignit à écouter cette chose maudite. Cela signifiait pour moi la renonciation à toute paix de l'âme et à tout sentiment de sécurité dans cette vie. J'espère que Joe et Flip éprouvent quelque satisfaction à vivre dans cet étrange et lointain univers que m'avait décrit ce prophète de mauvais augure, le gourou Waite, et que Frédéric Wilhelm a trouvé la paix. Je n'espère ni à temps, ni l'un ni l'autre. Voici ce que j'ai transcrit de cette bande après l'avoir repassé de nombreuses et pénibles heures. Indicatif de temps précise qu'elle a été enregistrée aux environs de 9h35 le soir du 30 avril, quelques minutes à peine avant que le cri d'agonie de Joséphine ne nous envoie trop tardivement, Wilhelm et moi, l'arracher à cette pièce atrocement illuminée où l'horreur ultime s'est produite. Ma bien-aimée, ma promise, tu dois m'aider. Il me faut sortir pour aller unifier les forces. Ceux qui attendent dans la liquide reliée, ceux qui parcourent l'immensité désertique et neigeuses de l'aigle, ceux qui sifflent et se cachent dans Kadat l'inexploré. Tous se lèveront, tous se réuniront une fois encore pour louer le grand Cthulhu, Shub-Niggurath, celui qui ne doit pas être nommé. Tu m'aideras, toi compagne qui respire aussi l'air, toi compagne qui détient aussi la chaleur, toi qui retiens la semence pour les dernières semailles et la moisson sans fin. Yann Clay célébrera nos noces, les labyrinthes envahis par les algues abriteront notre couche. Les promeneurs de l'ombre à la démarche fière, silencieux nous accueilleront et se livreront à une haute débauche et à des danses altières sur leurs pas de nombreux segments. Leurs yeux anciens luisants sont gais, et nous demeurerons parmi la merveille et la gloire, toujours. Simple répétition, direz-vous. Simplement une version première de ce discours désordonné et dénué de sens que Joséphine répétait 1 heure plus tard sous hypnose, dans sa chambre à coucher. Une récitation altérée de fragments et de craintes refoulées par le subconscient d'un être qui, sans le savoir, redoutait le passé de sa famille dans un port décadent, abandonné du monde, de l'autre côté du continent. Je voudrais pouvoir le croire, moi aussi, mais je ne le peux, car ces mots fous étaient prononcés non par une femme mentalement déséquilibrée, placée dans une profonde transe hypnotique, mais avec les accents tremblants, bêlants, inhumains de la voix si reconnaissable du dauphin lui-même, serviteur étranger de maître plus étranger encore. Ceux des profondeurs, de la légende, ces intelligences préhumaines, et peut-être bientôt post-humaines, qui cachent derrière une apparence débonnaire et bénigne, une menace pour l'homme, que toute l'ingénuité destructrice de ce dernier ne peut ni égaler, ni éviter.